eh bien, on peut se réinfester autant de fois possible par le VRS, donc il n'y a pas d'immunisation. Et bien sûr, vous avez compris qu'avec l'âge, si tu m'as dit de l'enfant, avec l'âge, bien sûr, ça s'arrange. Les infections graves, toujours le terrain, ça se voit chez les personnes immunodéprimées, chez l'adulte en tous les cas, et chez les personnes âgées. Le diagnostic, vous voyez ici en vert, ça veut dire que c'est plein. L'immunofluorescence, c'est quelque chose qui est rapide. Par contre, en rouge, il n'y a pas de, ça veut dire qu'il n'y a pas de choses. Donc en vert, vous voyez que ça pullule de VRS. Pour ce qui est du traitement, c'est un traitement symptomatique. On a essayé la ribavérine, un médicament que vous connaissez puisqu'il utilise dans les hépatites, hépatite B, qui est réservé aux cas sévères. Il y a un traitement prophylactique, mais je vais dire ici le vaccin, ça aurait été la solution idéale. Quand au niveau prophylactique, il y a un anticorps monoclonal qui coûte très très cher, c'est l'Alizumab, qui est très très cher, que les gens utilisent de temps en temps chez les personnes un peu particulières. Donc on va dire que c'est un vaccin saisonnier, puisque je vous dis qu'on est toujours, j'allais dire, on peut faire autant de bronchiolite à VRS que possible. Voilà pour les virus, on va dire, anciens, classiques. Et là, je vais essayer de parler maintenant, de prendre un exemple sur les virus respiratoires, j'allais dire, émergents, mais je veux dire anciens. Quand je dis anciens, ça suppose qu'ils ont bénéficié de l'apport de la biologie moléculaire. Ils circulent depuis longtemps, mais c'est grâce un peu au virus qu'on a pu mettre une étiquette sur ce type de virus. Toujours cette image pour montrer ça. Et donc, c'est le métapneumovirus dont j'ai envie de parler, qui lui se voit pratiquement, qui est collé au VRS. Donc, il va être très difficile de faire la part des choses entre le VRS, le virus syncytial, et le virus, le métapneumovirus. Bon, c'est pour dire on le connaît en Hollande depuis 2001, alors qu'il circule depuis pas mal de temps, on ne sait pas depuis quand. Que lui aussi, il est aux alentours de 9%, donc c'est assez modeste, c'est pas très très important. Que là aussi, au niveau des signes aussi cliniques, c'est toujours la même chose. Donc avec le VRS, on ne fait pas tellement la différence entre VRS et le métapneumovirus, si ce n'est que le VRS, c'est plus important au niveau fréquence que le métapneumovirus. J'ai pris le cas particulier de la rougeole, comme troisième type d'exemple. La rougeole que tout le monde connaît, virus ARN. La seule différence, c'est que c'est un virus qui est, je veux dire, fixe. C'est pour ça que ça a été un jeu d'enfant, la vaccination, et c'est pour ça que ça marche. Et pour dire aussi, c'est un des progrès de l'humanité, quand on voit la rougeole, si vraiment les causes de décès, regardez, entre 2000, la barre en marron, et la barre en gris, en 2012, vous voyez, ça a chuté comme quoi la vaccination, c'est pas de la rigolade. Et donc l'OMS, quand elle a vu tous ces progrès, a pensé un jour avoir l'élimination de la rougeole. Malheureusement, on devait l'avoir en 2000, et puis après, ça a été en 2010, puis maintenant, on essaie d'aller se projeter sur 2015. Bon, très contagieux, je vous dis la différence qu'il y a, c'est 10-12 personnes autour d'une personne rougeoleuse. C'est la maladie infectieuse, j'allais dire, la plus contagieuse, à la différence, j'allais dire, de la grippe, qui est quand même un rapport de 2. Donc un seul sérotype. Il y a des variations antigéniques mineures, mais qui n'ont pas d'incidence par rapport à la vaccination. Je passe sur ça pour juste insister sur les formes compliquées. Les formes compliquées, et donc on a des maladies virales, incluant, on peut voir du VRS, et également toutes ces complications, mais ce n'est pas mon rôle aujourd'hui, de citer les complications, j'allais dire pulmonaires, de surinfection, qui sont post-éruptives. Quand je dis complications virales, c'est au moment de l'éruption, ou juste à la fin de l'éruption. Mais sinon, le reste, les complications pulmonaires, et donc insuffisance respiratoire, j'allais dire bactérienne, c'est post-éruptif. Le vaccin, j'en parle pas, donc je vais citer. La deuxième qui va peut-être un peu plus nous intéresser, c'est quand il y a eu l'éruption du coronavirus, en sachant que cette famille de virus était très connue des vétérinaires, très peu des docteurs. Et donc il a fallu, on connaissait le coronavirus pour donner quelques rhumes, mais jamais on n'a pensé qu'un jour un coronavirus pourrait donner, j'allais dire, cette maladie, cette séance respiratoire, notamment nosocomiale, qui a touché beaucoup, notamment de médecins, enfin de corps soignants, puisqu'ils étaient dans le face-à-face, ce qui voudra dire aussi que la transmission n'était pas si importante que ça, donc il fallait un contact proche, et souvent les gens étaient contagieux, entre guillemets, quand ils étaient très très symptomatiques, c'était par rapport à la fin.
Juste ici, quelque chose que je n'ai pas dit pour dire un peu que tout ce qui est épidémique, viral, évolue souvent en 2-3 poussées comme cela. Donc c'est apparu en 2003 avec 3 phases, une incubation. Je dis ça parce que c'était important, parce que quand l'Algérie fallait, elle aussi s'est mise de la partie pour essayer de surveiller ça, il fallait dire les signes respiratoires, d'insuffisance respiratoire ou de pneumopathie grave, associés, et chose qui était importante, à des signes de la série épidémiologique, c'est-à-dire des gens qui venaient d'une région particulière, qui avaient été listés par notamment l'OMS. Donc un syndrome grippal au départ, et on sait que visiblement on ne peut pas déduire d'un syndrome grippal, déduire le virus en cause. Puis ensuite on a reprise de la fièvre, des signes digestifs aussi, on désature très vite, des signes d'appel pulmonaire, et puis progression vers le syndrome de détresse respiratoire, avec une mortalité de 14%. Et donc là aussi, c'est quelque chose qui avait un peu affolé son monde, mais un peu, heureusement, ça a été très très rapide. Bon, ça montre un peu la truc phylogénique. Phylogénique, c'est-à-dire les gens suivent un peu les virus. Les virus, c'est un peu comme les êtres vivants, hein. Donc on est aussi, nous aussi, changeants, un peu comme toutes ces bestioles. Et donc voilà. Donc on s'est posé la question du réservoir. Pendant longtemps, on a dit, tiens, c'est la promiscuité homme-animal. C'est vrai que ça a un rôle important, mais bon, on a essayé de dire, mais je pense que c'est aujourd'hui, on dit que c'est les chauves-souris et non pas les petites civettes que dans les Chinois, on va dire, raffolent. Ce qu'on a fait aussi, juste après ce SRAS, 10 ans après, il y a eu le nouveau coronavirus, c'est-à-dire du Moyen-Orient. Et là aussi, on a été interpellé pour dire oui, est-ce que, etc., qu'est-ce que va donner. Donc, on essaie de faire de la supputation en sachant pertinemment faire de l'anticipation. En médecine, c'est difficile. Les maladies infectieuses, qu'on se le rappelle, c'est comme un conflit entre deux êtres vivants, l'hôte et le virus, qui lui aussi est un être vivant qui essaie de changer autant qu'il peut pour essayer un peu de déjouer. Donc, là aussi, autant au niveau pour le SARS, on a eu 8422 décès. Finalement, c'est très peu. Et 916 décès, je veux dire, sur 8422 cas, donc 11%, comme je l'ai déjà mentionné. Par contre, pour celui du Moyen-Orient, eh ben, la différence est de taille. J'allais dire la mortalité est plus élevée. Donc, on va dire de l'ordre de 50, voire un peu plus de 50%. Là aussi, je ne sais pas si vous voyez, mais je voulais passer un peu, c'est des cas un peu de patients qui étaient rapportés sur le nouveau coronavirus. Vous voyez que très rapidement, les gens rentraient, et la différence, c'était les signes d'appel rénal, puis ce sont des gens souvent qui font une insuffisance respiratoire. Donc là, c'était important, et donc souvent, ils décédaient dans un syndrome de détresse respiratoire, en sachant que c'est des gens donc, qui avaient été transférés, j'allais dire, d'Arabie Saoudite, du Koweït vers l'Angleterre, et c'est là que les Anglais, tout ça, ont fait ce diagnostic. Voilà, on a essayé aussi de faire une différence entre le SARS et le MERS. Vous voyez, je pense que ça va être tout à l'heure un sujet de discussion, la différence un peu qu'on voit globalement, du moins ce qui avait été recensé, entre l'atteinte pulmonaire, j'allais dire, au cours du SARS, 11%, au cours du nouveau coronavirus, plus 50% de décès, et vous voyez cette tendance à aller vers le poumon blanc par rapport au nouveau coronavirus. Donc l'Algérie, pour dire, c'était la dernière alerte, c'est pour ça qu'on s'est arrangé. Donc la définition du cas, c'est toujours une pneumopathie grave, et souvent on n'était pas dans la gazométrie, on était plutôt dans les signes cliniques, détresse respiratoire, quand on a une fréquence respiratoire supérieure à 30. Et puis bien sûr, l'autre modèle, c'est dire d'abord l'incubation. Donc maintenant, revenez, on sait qu'effectivement le nouveau coronavirus est des 10 jours. Ensuite, dire, troisième élément, où c'est qu'il a séjourné. Et c'était très très important, parce qu'il y avait la panique. Et juste pour vous dire un peu quelque chose, c'est que souvent les gens, dès qu'ils reviennent de la Mecque, alors qu'il est rentré de la Mecque depuis 20 jours, on les envoie à l'hôpital pour dire, tiens, c'est sûrement une histoire de coronavirus, donc un problème de définition qu'il faut vraiment aussi bien avoir. Que s'est-il passé chez nous? Chez nous, on a eu 2 cas confirmés, des gens qui revenaient d'ailleurs de la Omra, qui avaient 66 ans, donc âgés pour l'OMS, et l'autre 59 ans, mais qui avait des facteurs de comorbidité. Et donc l'un est décédé, le patient de Tlemcen est décédé, le patient de 59 ans qui était diabétique et tout, est décédé dans le tableau d'insuffisance respiratoire aiguë. Bon, ça c'est pour dire un peu qu'au 30 mai 2014, il y avait plus de 15 pays qui avaient été touchés par le nouveau coronavirus.
Et bon, on a dit que le CDC d'Atlanta dit qu'il est sûrement très peu contagieux. Alors, il y a beaucoup de questions sur ce 6e coronavirus, donc on les compte. On se pose s'il y a un autre intermédiaire, on se demande si le chameau en est un. On n'a pas compris les causes de surmortalité. Est-ce que ce nouveau virus est plus virulent? Souvent, on se cache toujours. Quand on ne sait pas trop, on dit tiens, c'est le virus qui est soit qui est trop virulent, soit c'est l'autre qui est immunodéprimé, ou bien c'est réponse 1 ou 2 pour rester dans le QCM. On ne sait pas trop. Est-ce qu'il y aura pandémie? On ne sait pas. Pour le moment, l'épidémie est modeste. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement particulier contre ce virus. Le cas particulier avant d'aller sur les virus émergents, le cas particulier, j'allais dire, de la pneumopathie immunodéprimée, et notamment des CMV. J'ai choisi le CMV comme ça, bon, c'est arbitraire, parce que je me suis dit, on fait beaucoup de greffes, notamment des greffes au niveau hématologique, et donc c'est tout à fait normal de chercher ça. Et donc là aussi, il y a le rôle du CMV qui a été incriminé dans les insuffisance respiratoire aiguë chez ces personnes greffées. Donc je me contente du poumon, parce que quand c'est le CMV, ça dépend du type d'immunodépression. Quand je dis immunodépression, je suis un peu large. Mais par exemple, dans le sida, le virus, le CMV va plutôt au niveau de l'œil, c'est plutôt la rétinite. Dans certains trucs, c'est plutôt, on va dire, la colite. Là, ici, chez les greffés, on va dire, notamment de moelle, c'est souvent le poumon qui parle. Et donc, ce sont des gens qui échouent souvent en séance de réanimation. Et avec, bien sûr, on ne sait pas trop quand ils meurent, on ne sait pas trop si c'est le virus tout seul qui les a tués, ou bien, je disais, un certain nombre de causes associées qui ont fini, j'allais dire, par avoir le dessus. Le seul problème, c'est comment incriminer réellement, dire que c'est le CMV. Et là, souvent, on est un peu embêté de dire que c'est le CMV, en sachant que nous avons tous rencontré le CMV. Et chaque fois qu'on rencontre un virus, il est archivé. On s'en débarrasse jamais. Il est archivé. Et donc, souvent, c'est précédé d'une remontée de la PCR. On dit ces gens qui refont une PCR, quelque part, ils risquent de refaire une autre virémie et donc de faire une autre atteinte. Et donc, souvent, les gens disent, pour dire que c'est le CMV, il faut non seulement la PCR positive, mais il faut également des biopsies. C'est là qu'il faut aller lever la biopsie. Alors, imaginez biopsier quelqu'un qui est déjà post-greffé, etc., qui est fébrile. Vous avez compris toutes les difficultés à avoir. Et donc, c'est pour ça que souvent, les gens font un traitement préemptif. Préemptif, c'est un traitement, on va dire, anticipé. Il y a des traitements, bien entendu, à condition de faire un diagnostic très vite. Vous avez des difficultés à faire un diagnostic très vite. Et donc, les médicaments qu'on a, ils sont bons, mais je vous assure que très rapidement, ça donne une neutropénie. C'est mal supporté par les patients. La prévention, je passe très vite, parce que ce n'est pas tellement le but de choses. Donc, la prévention de la transmission transfusionnelle, c'est toujours un gros débat, le sang. Hein, idéalement, c'est ne pas toujours transfuser, avec tous les virus qu'il y a là-dedans. La prévention après greffe, c'est ce que les gens font. Donc, ils vous disent, regarde un peu la charge virale. Quand la charge virale, toujours la charge virale, c'est le facteur, c'est l'effet inoculum. Plus on a de virus, plus on se dit, tiens, cette personne va risquer d'avoir un problème. Et donc, quand on est aux alentours de 500, 1000 copies par millilitre, on se dit, tiens, il faut mettre un traitement par le ganciclovir. J'arrive au virus émergent nouveau pour parler uniquement de la grippe aviaire, puisque les virus influenzés viennent, j'allais dire, du réservoir aviaire, pour parler un peu du risque dont tout le monde parle depuis maintenant un certain nombre d'années et qu'on ne va pas venir. Et juste pour remontrer cette photo, pour situer encore, et ça c'est très important, c'est extrêmement important de dire un peu ces glycoprotéines entre l'hémagglutinine, et on en a de 1 à 16. Vous avez remarqué ici, on n'a pas dépassé H3 pour le moment, donc il y a encore de la marge. Et pour parler également de la neuraminidase, on va de 1 à 9, et là aussi on n'a pas dépassé le 3, pour un peu la marge qui nous reste. Ensuite, vous voyez au milieu ce qu'on appelle le truc segmenté. Et donc, c'est facile, les recombinaisons, bien ce qu'on appelle les réassortiments de ces virus, entre virus humains et virus, j'allais dire, aviaires. Et donc, vous avez compris pourquoi il est important qu'on surveille aussi les animaux, de surveiller la surmortalité des animaux, parce que souvent,
les oiseaux, puisque c'est surtout le réservoir, c'est les oiseaux, ben les oiseaux, quand ils sont atteints par ces virus, aussi meurent. Mais aussi, il y a aussi des oiseaux j'allais dire, qui survivent, et donc ce sont éventuellement les récepteurs. Ensuite, le plus souvent, quand un virus arrive, on ne connaît toujours pas sa virulence. Donc c'est le temps. Donc on est vraiment en ville épidémie et on ne peut rien prévoir à l'avance. Donc on est vraiment dans le feu de l'action et il faut tout de suite voir ce qu'il faut faire. Et souvent, ces nouveaux virus infectent des populations réceptives qui n'ont jamais rencontré ça, donc inconnues. Et donc, ça fait beaucoup de dégâts, une transmissibilité importante associée à la virulence pour donner toutes ces IRA et derrière ces IRA, tous ces décès. Voilà, quand on dit d'où provient le virus, toujours la même question, mais vous me direz, c'est une question peut-être intéressante intellectuellement, mais qui ne nous sert à rien, parce que finalement, que faire pour les patients? Est-ce que quand je sais que ça vient de tel oiseau, ça va me permettre de mieux occuper de mon patient? Donc vous avez le réservoir naturel, c'est tout ce qui est, j'allais dire, les oiseaux aquatiques. Les oiseaux aquatiques, ça monte du sud, selon la saison, vers le nord, et ça descend du nord vers le sud. Par rapport à l'Algérie, on sait que les oiseaux migrateurs suivent l'eau, et donc on a sur les frontières tunisiennes, frontières marocaines. Les réservoirs secondaires, eh bien, ils vont d'abord contaminer, j'allais dire, les oiseaux, leurs compères, j'allais dire, les poules, etc., les sédentaires, ceux qu'on a chez nous. Et puis, bon, on n'est pas concerné, il y a le réservoir secondaire qui est le porc, qui est vraiment, au niveau immunitaire, quelque chose qui ressemble le plus à l'homme. Et puis donc, quand il y a ces réassortiments, eh bien, ça donne, j'allais dire, ça prend comme le feu, et donc, l'homme, il y en a un virus qui s'adapte à l'homme, mais j'ai envie de vous dire, qui s'adapte à l'homme, il faut qu'on se rappelle qu'il y a le récepteur. C'est pas tout d'avoir un virus nouveau, il faut que ce virus trouve le récepteur au niveau de la cellule. Sinon, on n'est pas concerné. Et quand on voit ce virus aviaire, H5N1, on dit comment on a eu des cas. Comment ça se fait qu'un virus aviaire, qui n'a pas encore les récepteurs en nous, comment il arrive à infecter l'homme? La première des choses, bon là, c'est juste pour montrer que les mutations dont on a parlé, c'est un virus ARN qui mute beaucoup, et donc on n'est pas étonné qu'en dernier ressort, que tout est possible. Là aussi, toujours la mutation, j'ai un peu l'exemple quand il y a eu le H1N1, la variété avec la grippe porcine, où vraiment on a eu un assortiment de 3 entre le virus porcin, le virus aviaire et le virus humain. C'était 3. Heureusement, ça a fait un peu, ça n'a pas été très très grave. Alors quand on voit l'épisodie aviaire, H5N1, vous voyez quand même il y a près de 55 pays qui ont été touchés. Il y a eu près de 4500 foyers déclarés, 230 millions de volailles qui ont abattu. Donc ça a été quand même quelque chose de très très important. Parce qu'il faut voir aussi l'effet économique. Hein. Nous, quand on meurt, il y a peut-être économiquement en paix aussi, mais aussi, vous voyez un peu, quand toutes ces volailles, etc., c'est un gros problème. Et puis, bon, vous voyez un peu, c'est par tous les côtés. Et donc les gens se sont dit, non, c'est pas d'est en ouest. Il y a sûrement l'homme qui est pour quelque chose. On a incriminé à l'époque le transsibérien pour dire, attention, il ne faut pas croire qu'il n'y a pas que les oiseaux. Il y a aussi l'homme qui a un rôle là-dessus. Donc il y a des pays qui en ont beaucoup plus. Pour citer un pays, on va dire arabe, c'est l'Égypte. L'Égypte a beaucoup d'H5N1. Des pays comme le Vietnam, on en a eu. Mais vous voyez un peu l'approche pour la lutte, elle est différente. Les Vietnamiens, pourtant très très riches, eux, ils ont abattu leur volaille. Et c'est comme ça qu'ils ont pu réduire, j'allais dire, le problème. Ça n'a pas été le cas, par exemple, en Égypte, Indonésie, entre autres. Et donc, la question que je vous posais tout à l'heure, comment ça se fait qu'un virus qui n'est pas encore adapté à l'homme ait pu toucher l'homme? Et alors là, les gens, bien sûr, les gens qui cherchent, ils ont trouvé finalement, on peut trouver des récepteurs pour ce H5N1, mais au niveau plus profond, au niveau alvéolaire. Sous-entendu, pour attraper le H5N1, il faut un contact très très rapproché et bien sûr avec un effet inoculum important. Vous avez compris, comme ça, donc il y a eu des cas donc, qui ont touché l'homme avec cette surmortalité importante. Voilà, ici vous avez donc la fièvre, 100%, la toux, 100%, infiltrat pulmonaire, 100%, insuffisance respiratoire, 76, 100%. Vous voyez, donc
et bien sûr la diarrhée et les silences céphalétiques qui sont rares. Donc c'est toujours la même question. Au niveau intellectuel, il y a tout pour que ce nouveau virus aille chez l'homme, mais pour le moment, ce n'est pas fait. Et donc, quand ce n'est pas fait, quand les gens alertent, on ne sait pas. Ça va venir demain, après-demain. Personne ne peut répondre à ce type de questionnement. Personne. Donc, on est vraiment, je dis, dans le... On ne sait pas. Et donc, si on dit quelque chose et que ça ne marche pas, on dit, tiens, ils ont pris des mesures qui n'ont rien servi. Ils ont mal fait. Mais si demain, on ne fait rien, on dit, tiens, ils n'ont rien prévu. Donc, on ne sait pas très bien ce que va devenir... Ce virus H5N1, entre-temps, il va rester stable. Il a bougé. On s'en fout, mais regardez uniquement tout ce qui est rouge. Entre le premier virus au tout début, et puis regardez le vert qui s'est installé. Vous voyez toutes ces recombinaisons d'acides aminés et tout ça, on ne sait pas comment le devenir, on sait comment les choses vont tourner. Bref, il fait le candidat idéal, c'est pour ça que les gens supputent sur ça, le candidat idéal, j'allais dire, d'une future pandémie, sans qu'on sache si réellement cette pandémie va avoir lieu dans 5-10 ans ou jamais. Voilà. L'autre problème aussi qui concerne H5N1, pour expliquer pourquoi il y a autant de mortalité à travers l'insuffisance respiratoire, c'est que souvent, nous, pour nous défendre contre les virus, on sécrète de l'interféron. Eh bien, chose qui est au niveau du H5N1, ben, les gens ne sécrètent pas cet interféron. Qu'on sécrète ici normalement, on ne sécrète pas cet interféron. Et donc, on est j'allais dire, très sensible à ce virus lorsqu'on est atteint. Voilà, j'arrive à la conclusion pour dire qu'au niveau de ce H5N1, il est dans 3 continents, il est détecté, on le connaît, il est passé chez des mammifères, il est passé aussi bien mammifères, j'allais dire sédentaires, que même chez les tigres. Il y a eu des cas, bon, pas beaucoup de cas pour le moment, il n'y a pas de transmission, il ne s'est pas humanisé. Quand on prend l'exemple de l'Ebola, même si on sort de l'insuffisance respiratoire, l'Ebola s'est humanisé. C'est pour ça qu'on a eu des cas, et donc toute l'épidémie qu'il y a eu. Pour le moment, H5N1 ne s'est pas humanisé. Donc on a des cas, j'allais dire... ça, je ne vais pas tellement insister là-dessus, sur l'hypoxie, etc. Les examens complémentaires pour dire uniquement que c'est la PCR au jour d'aujourd'hui, donc au niveau laboratoire, on est un peu en retard. C'est un peu cette idée d'écouvillonnage. Nous, on a appris ça, je parle de ce que je fais, on a appris ça par rapport à ça parce qu'il fallait faire des fiches techniques. Donc nous, on l'a fait, j'ai oublié de ramener, j'aurais pu vous montrer à la dernière épidémie, pour dire que le vaccin n'a pas marché. On a eu du B, on a eu du H1N1, on a eu du H3N2, donc là où on s'est un peu planté, enfin, j'allais dire le monde s'est un peu planté par rapport à la composition du vaccin. Là aussi, pour dire aussi qu'il y a des choses qu'on a réussi, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la rougeole. Comme la rougeole, on a gagné, et je pense qu'un jour ou l'autre, on arrivera à l'éradication, en vous rappelant que la seule maladie, j'allais dire qu'on a éradiquée, c'est une maladie, j'allais dire virale, et dans le réservoir, une maladie donc avec une maladie qui avec un virus qui est stable, et dans le réservoir est strictement humain, c'était la variole. Et donc la rougeole répond à ces caractéristiques, et donc un jour ou l'autre, pourquoi pas à condition d'être dans la vaccination, je pense que c'est une maladie aussi qui est éradicable, des pays dans le monde l'ont fait. Voilà, et puis je voulais finir par maintenant vous verrez ça à votre... pour dire que des gens comme Pasteur, à l'heure, j'allais dire, où il n'y avait pas encore, à l'heure pré-virologique, il disait, il faisait attention d'un cas